Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans votre magazine d'information grand format qui traite sous tous les angles les sujets qui nous interpellent dans tous les domaines. Actualité oblige, grand format a jeté son dévolu sur les assemblées annuelles de la BAD. Nous changeons donc de décor. Brazzaville est cette semaine au cœur de l'Afrique. La capitale congolaise accueille les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. 5 jours de travaux, plus de 3000 délégués, 81 pays membres représentés. Le rendez-vous a débuté ce 25 mai 2026 au Centre international de conférence de Kintélé. Le thème retenu cette année est clair: comment mobiliser les ressources nécessaires au développement de l'Afrique dans un monde de plus en plus fragmenté. Une question qui concerne directement le Congo, et pour en parler, nous recevons le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatié. Bienvenue dans Grand Format. Alors, comme annoncé dans l'entame de cette émission, nous recevons sur notre plateau de Grand Format le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, M. Ludovic Ngatié, président du Conseil des gouverneurs, gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Congo. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Madame la journaliste. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des assemblées annuelles de la BAD qui vont se tenir du 25 au 29 mai 2026, ici à Brazzaville. Pourquoi Brazzaville a été choisie comme ville hôte et qu'est-ce que cela dit du positionnement du Congo sur la scène financière africaine? Merci Madame. D'abord, il faut dire que le choix de Brazzaville date de 2022. Donc c'est une demande personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui voulait que notre pays soit mis en avant en organisant ces assemblées annuelles. Vous savez que les assemblées annuelles de la BAD, ce n'est pas seulement des réunions statutaires, ce sont des réunions de grande portée, en ce sens qu'elles font réunir l'ensemble des grands financiers du monde entier. C'est un grand forum financier et donc le président, à l'époque, pensait que cela devait être une chance pour notre pays. Et donc aujourd'hui, nous allons abriter ces assemblées annuelles. C'est une très grande opportunité pour notre pays et pour notre économie. En ce sens qu'il y aura tous les grands financiers du monde entier, que ce soit les organismes financiers multilatéraux, donc la Banque mondiale, le Fonds monétaire, toutes les grandes banques de développement, Banque asiatique de développement, BADEA, Banque sud-américaine, toutes les banques centrales. Tout le monde sera là pour non seulement se réunir sur l'économie africaine, mais aussi voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Congo. Nombreux d'entre eux mettront pour la première fois leur pied au Congo. Et donc, c'était là l'occasion pour le Congo. Le président savait qu'on allait sortir d'un mandat et rentrer dans un nouveau mandat. Et cela devait nous permettre, en fait, de présenter notre pays aux investisseurs. Donc, c'est une opportunité formidable pour notre pays, mais aussi, un moyen pour notre pays de montrer sa capacité à être l'hôte de ce type d'événement, de ce genre de grands événements financiers qui réunissent les plus grands financiers du monde entier. Voilà. Nous avons appris qu'il y a près de 3000 participants. Est-ce que Brazzaville est prêt? En tout cas, en inscription, on a 5000, mais il y a encore des gens qui continuent à s'inscrire. Nous pensons qu'il y aura sur place à peu près 4000 personnes. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, nous nous sommes dotés de grandes infrastructures hôtelières, mais aussi notre ville s'est développée. Il y a le privé qui a construit des hôtels comme des maisons privées de séjour. Il y en a beaucoup. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le logement Chacun ne fera trouvera. Pas défaut. Voilà. En tout cas, pour nos hôtes, on a à peu près 200 gouverneurs qui seront là. Il y a 81 pays, mais chaque pays est représenté par deux, donc à peu près 200 gouverneurs. Il y a des présidents de banques centrales, il y a d'autres ministres. Ils auront tous où vivre. Vous savez qu'on a inauguré ces dernières années de très grands hôtels. D'abord là où nous sommes, au Grand Hôtel de Kintélé, nous avons le Hilton, nous avons le Kempinski, il y a des grands hôtels. Ouais, Brazzaville n'est plus Brazzaville il y a 10 ans, c'est Brazzaville de 2026 avec toute sa capacité hôtelière. Et donc on n'a aucune inquiétude là-dessus. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, personne ne se plaint puisque tout va bien.
Monsieur le ministre, le thème de cette édition est mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté. Qu'est-ce que ce thème signifie concrètement pour un pays comme le Congo? Ce thème veut dire d'abord pour l'Afrique qu'elle doit compter sur ses propres moyens. En réalité, nous avons les moyens d'amorcer le développement de notre continent. Quand vous voyez tous ces fonds qui sont logés dans les structures de sécurité sociale, dans les banques, dans des comptes dormants, dans les poches des gens, parce qu'en réalité, le taux de bancarisation en Afrique est très faible. Il est en dessous de 30%. Quand vous prenez tous ces moyens qui sont mal utilisés, si nous les mobilisons mieux, nous aurons le minimum qu'il faut pour commencer à développer notre continent. C'est ça que veut dire le thème des assemblées annuelles, à savoir qu'il faut bâtir une nouvelle architecture financière africaine, en comptant d'abord sur nos propres moyens, en mobilisant mieux nos propres ressources. Et les ressources étrangères viendront en appoint. Bien sûr qu'on aura toujours besoin des autres. Comme les autres aussi ont besoin de nous, ils ont besoin et de notre argent et de nos ressources de matières premières et autres. Nous aurons aussi besoin de leur contribution au développement de nos pays. Donc c'est ça. Vous savez qu'un pays comme le Congo, le potentiel est énorme. Le taux de pression fiscale au Congo, en réalité, il n'est que de 8 à 9%. La moyenne en Afrique, c'est 16%. Les meilleurs pays en Afrique, c'est 20%. Ça veut dire qu'on peut doubler, tripler nos recettes budgétaires, d'abord fiscalo-douanières. Voilà. Donc, il y a des possibilités énormes. Plus vous êtes en bas, plus vous avez de chances d'aller très haut. C'est pour ça que même dans la stratégie de développement de notre pays, le président a parlé d'accélération de la marche vers le développement. Parce que là, nous sommes en train de nous développer normalement. Or, on a un potentiel incroyable. La semaine qui vient de passer, nous avons fait le point des résultats de l'état des lieux de la situation économique et financière de notre pays et commencer à élaborer les projets d'accélération de la marche vers le développement. C'est le cabinet KPMG qui a fait ce travail avec tous les secteurs économiques de notre pays. Nous avons pu voir et mesurer où est-ce que nous sommes et où est-ce qu'on peut aller. C'est tellement énorme ce qu'on peut faire dans ce pays encore qu'il y a la possibilité d'aller plus loin. Et là, nous prenons juste le cas du Congo. Imaginez-vous si chaque pays en Afrique fait le même travail. On peut doubler, tripler ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, l'Afrique a les moyens de se transformer et de devenir une vraie puissance économique dans le monde, si elle prend au sérieux sa transformation économique et notamment le fait qu'elle mette en place une nouvelle architecture financière pour son continent, donc pour l'Afrique. Mais quels sont les freins, justement, Monsieur le ministre, aujourd'hui pour que les freins, c'est d'abord notre propre capacité à mettre en œuvre ces aspirations de développement, à savoir mettre en œuvre des plans de transformation économique. Nous avons beaucoup d'idées. Nous faisons souvent des plans qui à la fin deviennent des slogans que réellement des instruments de transformation. Il faut que nous professionnalisons la manière dont nous menons la conduite de notre développement. C'est ça qui est demandé à travers l'élaboration de la nouvelle architecture financière africaine, à travers le thème qui nous est proposé, que l'Afrique, on constate, on a les moyens, on a ce qu'il faut pour qu'on devienne demain une partie du monde qui compte dans le développement du monde. Mais il faut que, comme les autres l'ont fait, comme les Chinois l'ont fait, les Japonais l'ont fait, les Coréens l'ont fait, aujourd'hui le Moyen-Orient l'a fait, l'Afrique prenne au sérieux ses capacités propres et utilise son potentiel pour se transformer. Personne ne viendra le faire à notre place. Il faut simplement que nous utilisons mieux, nous travaillons mieux, nous soyons plus disciplinés et serrons la ceinture pour bâtir un monde meilleur pour aujourd'hui et pour demain pour nos enfants. Cela est possible. Cela est possible, Monsieur le ministre. Les experts décrivent une Afrique confrontée à un renchérissement du coût du capital, une fragmentation géopolitique croissante et des besoins de financement colossaux. Face à ce contexte, quelle solution réaliste défend le Congo ou va défendre le Congo au cours donc de cette semaine des assemblées annuelles? C'est le constat véritable de la situation actuelle du monde. Vous voyez que les égoïsmes se sont érigés en stratégie de développement. Chaque
sous-région, chaque continent, chaque grande puissance pense d'abord à elle-même. Vous voyez bien que en moins de 18 mois, l'aide au développement s'est arrêtée. Vous voyez bien que les investissements directs étrangers ont baissé. Parce que chaque pays pense d'abord à sa propre situation. Il y a de plus en plus des blocs qui se font, d'où ce qu'on appelle fragmentation. L'Europe qui se replie sur elle-même, l'Amérique sur elle-même, le Moyen-Orient qui se bat pour rassembler ses moyens, mais aussi travailler avec le monde qui lui est semblable, à savoir notre monde. L'Asie qui se referme, mais c'est vrai que l'Asie veut travailler avec le reste du monde, notamment l'Afrique et l'Amérique latine. Donc il y a cette situation géopolitique qui fait que chaque région doit d'abord compter sur ses propres forces. C'est pour ça que nous devons nous transformer pour ne plus travailler pour les autres, mais pour nous-mêmes. Et pour ce faire, on doit bâtir des stratégies de développement qui sont des stratégies de transformation structurelle de nos économies tournées vers le développement de notre capital propre. On doit cesser d'être le pourvoyeur de matières premières pour les autres, pour créer la valeur chez les autres. On doit transformer tout ce que nous avons d'abord sur nos territoires et vendre beaucoup plus de produits finis que de produits bruts. Le pétrole, il doit d'abord être transformé ici pour produire le carburant que nous avons besoin. Nos minerais doivent subir une première transformation ici. On peut toujours vendre des minerais pour le reste du monde, mais des minerais transformés. Donc, c'est cet effort que l'Afrique doit faire. Les autres se sont développés parce qu'ils ont créé ils ont internalisé les chaînes de valeur, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient minières, qu'elles soient industrielles, dans leur propre pays. C'est ça qui fera que l'Afrique, demain, va se donner les moyens de financer son développement. C'est vrai que même avec la situation actuelle, nous avons déjà ces moyens. Il faut simplement que nous améliorons la capacité de les rassembler. Aujourd'hui, les moyens sont éparses. Et, il n'y a pas une stratégie qui permette de mobiliser les moyens que nous disposons. Donc, la réduction de la fracture vise à interagir au niveau de chaque pays pour mieux rassembler, pour mieux structurer nos économies, pour mieux mobiliser, pour créer l'inclusivité qui fasse qu'on mobilise mieux nos ressources financières et on finance mieux nos besoins de développement. Bien sûr, dans les échanges avec les autres pays, on attirera mieux comme ça les autres pour compléter ce que nous avons besoin comme moyen financier pour nous financer. Le Congo plaide pour la mobilisation des ressources domestiques et la valorisation de l'épargne africaine. Comment traduire cela en actes concrets lors de ces assemblées? Préalablement à ces assemblées, il y a eu beaucoup de réunions qui ont été organisées par la BAD pour mettre en avant les meilleures pratiques au niveau de l'Afrique sur ces thèmes de mobilisation des ressources intérieures africaines. Et c'est pour ça que je vous parlais du benchmark, c'est-à-dire des comparaisons internationales qui ont été faites sur le continent, qui montrent qu'il y a de grands progrès qui sont faits dans beaucoup de pays. Et les pays qui ont mis en œuvre ces réformes de transformation de leur capacité à mieux mobiliser leur épargne intérieure, leurs ressources intérieures à travers des régies financières rénovées, digitalisées, ces pays se portent mieux. Je peux citer certains d'entre eux, le Rwanda, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Voilà. Et le président de la République, si vous vous rappelez, depuis plus d'une année, a mis en avant et d'ailleurs a instruit le gouvernement actuel à mettre en application immédiatement et sans délai ces réformes, principalement la réforme de la digitalisation de l'économie et des régies financières pour mieux mobiliser nos ressources intérieures et réduire la fracture qu'il y a entre les contribuables. Vous voyez bien que les fonctionnaires, les salariés payent plus d'impôts que les commerçants. Voilà, parce qu'eux n'ont pas les moyens de, entre parenthèses, se dérober au système. Alors que vous voyez que les commerçants dans les grandes avenues de Brazzaville, à Poto-Poto, à Bakongo, au Grand Marché, à Pointe-Noire, ils roulent l'État. Et c'est ces instructions qui sont données par le président pour que le gouvernement mette en place les réformes qui permettent demain à chacun de payer. Non pas payer à des individus, comme cela se fait beaucoup plus souvent encore aujourd'hui. La transformation digitale que le président demande, notamment à travers la digitalisation de l'économie, vont nous permettre de faire comme les autres pays qui ont fait des bonds en avant pour mieux financer leur économie. Si nous réussissons ces transformations, que ce soit dans le domaine donc,
de la transformation numérique et digitale, que ce soit dans le domaine de l'électricité, notamment en réduisant les pertes techniques et commerciales de transport d'électricité et de distribution et de commercialisation, nous allons avoir plus de moyens et nous allons mieux financer notre économie et notre pays. Et c'est ça l'objectif de la politique économique que nous allons conduire les prochains mois, les prochaines années. Donc, faire les réformes structurelles que le président a demandé pour mieux financer notre économie et pour mieux permettre la réalisation du projet de société du président, qui est celui de l'accélération de la marche vers le développement. On ne peut pas accélérer le développement du pays si nous n'avons pas les moyens nécessaires au financement des projets qui sont inscrits au plan national de développement et à la stratégie Congo 2060, qui est un plan de développement à long terme. Donc, on commence d'abord par les réformes structurelles qui visent à mieux mobiliser les ressources intérieures, à libérer l'économie des contraintes, à faciliter le transport à travers le territoire national, à bâtir les infrastructures de communication qui permettent d'accélérer le mouvement des marchandises et des personnes, à doter le pays d'infrastructures électriques et d'énergie, d'eau, pour qu'on améliore notre score de doing business, donc d'attractivité du pays. Si nous réussissons ce cap-là, vous allez voir que nous allons atteindre des taux de croissance qui sont des taux de croissance d'accélération. Je signale qu'en termes de stratégie de développement, nous pouvons avoir 3 types de stratégies. On peut être dans une stratégie de croissance molle, croissance, mais bon, qui ne permettent pas d'aller beaucoup plus loin parce qu'on aura un taux de croissance qui tourne autour du taux de croissance de la population. Donc, on ne créera pas plus de richesse que ça. On peut avoir une stratégie d'accélération. C'est celle que le président nous propose. On peut aussi avoir une stratégie de décollage. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut 2 fois plus de moyens pour faire 15% de taux de croissance par an. Très peu de pays l'ont réalisé. Je ne pense même pas qu'il y en ait beaucoup en dehors de la Chine qui a pu, pendant certaines années, avoir des stratégies de décollage. Mais si déjà nous sommes dans la stratégie d'accélération qui vise un taux de croissance autour de 9 à 10%, 7 à 10%, ce serait déjà incroyable. Pourquoi? Parce que notre taux de croissance de la population est de 3%. Donc nous devons faire, si nous voulons réduire la pauvreté, la fracture sociale, faire des taux de croissance supérieurs à 3%. Mais nous visons 6 à 8% dans la décennie qui vient, à travers la mise en œuvre de la stratégie de développement et du plan de développement Congo 2063 et surtout du PND 2027-2031. En novembre 2025, votre ministère et la BAD ont adopté ensemble un plan d'amélioration du portefeuille pour la période 2025-2027. Quelles mesures concrètes avez-vous mises en place depuis? Notre coopération avec la BAD vise à financer certains secteurs économiques, principalement l'agriculture à travers le projet Prodivac, mais aussi les infrastructures. Sur les infrastructures, donc, nous avons la route d'Olizy, frontière du Gabon, mais aussi le corridor 13 et certains autres projets tels que le data center, mais aussi beaucoup d'études pour la réalisation de barrages. Je vous ai dit aussi que la BAD travaille avec nous sur le pont Route-Rail, qui est un très grand projet. Le pont Route-Rail, c'est près d'1 milliard de dollars, soit près de 600 milliards de francs CFA. Nous avons aussi beaucoup d'autres projets, tels que la cité gouvernementale. Je vous ai parlé aussi des projets tels que la zone économique de Maluku, le prolongement de la Corniche. Bref, il y a beaucoup de projets. Mais pour que nous soyons en mesure de lever tous ces financements auprès de la BAD, il faut que nous travaillions, il faut que nous transformons notre économie, il faut que nous améliorons notre capacité à honorer nos engagements. Il faut que nous faisons des réformes préalables, que sont par exemple les réformes liées à l'évaluation de notre PIB, qu'on appelle le rebasage du PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un PIB d'environ 10 000 milliards de francs CFA, soit 15 à 16 milliards de dollars. En réalité, ce PIB serait d'environ 13 milliards de francs CFA, si on avait fait les réformes qui sont liées à la réévaluation. Parce que l'outil statistique, le référentiel statistique qui nous permet d'évaluer notre PIB aujourd'hui date de 1993. Il ne prend pas en compte certains pans entiers de notre économie, tels qu'une mauvaise évaluation de l'économie informelle, une mauvaise évaluation de l'économie numérique, une mauvaise prise en compte de l'économie environnementale et naturelle. Alors que ces secteurs sont importants aujourd'hui dans notre économie. Et donc,
nous avons tout intérêt à changer de référentiel, à passer au nouveau référentiel. D'abord 2008, mais aussi le dernier référentiel qui est 2021. Ce travail est en cours au niveau de notre ministère, principalement au niveau de l'INES, l'Institut national de la statistique. Il va prendre un peu de temps, mais si on réussit ça, déjà on va augmenter notre PIB. Et on va aspirer à plus de financement pour aider le pays à se développer. Je signale que même les fonds que nos partenaires, que ce soit le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD et d'autres partenaires nous donnent, sont fonction de notre capacité d'absorption qui est déterminée par le principal indicateur économique qui est le PIB. Mais le nôtre est sous-évalué. Et donc nous devons faire cette réforme. Si nous faisons cette réforme, vous allez voir même qu'on nous parle d'un taux d'endettement de 90%. Peut-être qu'en réalité, il ne serait que de 60% ou 70%. Mais il nous faut faire ces réformes. Et le président nous a dit que dans le nouveau PND, c'est les réformes et les investissements. Donc ces réformes seront faites sous la haute autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Nous allons bientôt passer au Parlement pour présenter le plan d'action du gouvernement qui comprend et les réformes structurelles et les projets de développement qui découlent de la mise en œuvre du projet de société du président. Mais tout ça serait harmonisé dans la stratégie Congo 2063 et le PND qui vient juste après. Beaucoup de réformes à faire. Les réformes sont annoncées depuis quelques années déjà, mais apparemment, on continue à faire du surplace, Monsieur le ministre. Non, on ne peut pas dire ça parce que nous avons réussi avec grand succès, pour la première fois, à mettre en place, à appliquer un programme avec le Fonds monétaire. Vous étiez avec nous au ministère des Finances. Il y a eu la réussite, l'aboutissement de ce programme avec le Fonds monétaire international. Voilà. Et, et cette réussite veut tout simplement dire que nous avons satisfait à la série des réformes économiques et financières qui avaient été inscrites dans ce plan. Bien sûr que le développement est un processus continu. Je ne vous dis pas qu'on a tout fini. Si on avait tout fini, on aurait des taux de croissance de 10 à 15%. Donc, il y a bien sûr des réformes encore à faire. Vous savez que pour faire les réformes, ce n'est pas seulement la volonté. Il faut aussi un peuple qui est préparé. Il faut des conditions sociales, il faut des conditions politiques. Et ça, c'est différent de ce qu'on peut proclamer ici et là. Et donc, maintenant qu'on demande d'accélérer la marche, Monsieur le ministre, pensez-vous qu'on pourra réunir tous ces ingrédients-là pour véritablement accélérer? Le président a, durant la campagne électorale, suffisamment parlé aux Congolais pour que chacun prenne conscience du fait que ce que nous remettons à demain ou à après-demain, c'est ce qui va nous manquer pour mieux vivre demain et après-demain. Il est nécessaire que les politiciens qui continuent à aller à l'encontre du discours de responsabilité, qui est celui de dire la vérité aux Congolais, qu'à un certain moment, il est nécessaire qu'on se serre la ceinture, qu'on fasse les réformes. Si on continue à suivre ces gens, nous allons traîner dans des taux de croissance qui ne permettent pas de résoudre les problèmes fondamentaux, que sont des problèmes liés aux services de base, aux services sociaux de base, que sont l'eau, l'électricité, l'école, la santé. Des gros efforts ont été faits, mais il nous faut faire encore un pas en avant. On a construit beaucoup d'hôpitaux. On a construit beaucoup d'écoles. On a construit des barrages. Mais on n'a pas finalisé les réformes qui concernent la gestion des différents secteurs économiques. Ces réformes sont douloureuses pour, malheureusement, ceux qui profitent, mais pas pour le Congolais moyen, parce que nous avons un président qui, avant de prendre toute décision, pense d'abord au Congolais le plus faible. Au Congolais le plus faible. Mais ceux qui profitent diffusent souvent des fausses nouvelles pour faire croire aux Congolais de base que c'est eux qui vont payer les premiers des réformes qui sont faites. Les réformes qui concerneront par exemple le secteur de l'eau ou de l'électricité ne vont pas remettre en cause le tarif de base du Congolais moyen qui gagne 100 000, 150 000. Par contre, ces réformes vont toucher les gens qui ont dans leur maison 10 splits, 15 splits, qui ont 25 maisons, 30 maisons, où ils payent des forfaits. Il faut qu'on se le dise. Mais malheureusement,
c'est les mêmes qui passent à la télé, ceux qui profitent là, qui passent à la télé, qui diffusent des informations dans la cité que non, attention, c'est vous qui serez frappés si on met en œuvre telle ou telle réforme. Alors que c'est plutôt eux qui seront frappés. Parce que le Congolais qui n'a qu'un split, qui n'a qu'un réfrigérateur, il paiera toujours son courant au tarif habituel qu'il a toujours payé. Mais par contre, celui qui a toujours profité, lui, le commerçant qui est installé sur l'avenue de la Paix, qui paye toujours le forfait, lui paiera la réalité. Mais ce sont ces réformes-là que nous allons mener, que le président a demandé qu'on mène, parce que c'est ça qui permettra au pays de transformer la situation de chacun de nous, parce que plutôt que de continuer à gérer la pénurie, nous allons gérer les biens pour tous et le service pour tous les Congolais. Le président a demandé aux Congolais de réfléchir, parce qu'on peut s'opposer au changement, mais qui va plus le perdre? C'est nous tous qui allons perdre, nos enfants qui n'auront pas les conditions qu'il faut, qui vont émigrer. Le Congo, c'est un don de Dieu. Nous sommes à peine 6,5 millions, 342 000 km². Nous avons autant de richesses. Mais ces richesses ne peuvent être mises en valeur que si nous acceptons de faire les réformes qu'il faut pour qu'il y ait plus de transformation sur place, pour que ceux qui doivent payer le vrai service le payent, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas de bénéficier à travers ceux qui ont les moyens. Mais si ceux qui ont les moyens se mettent et se dressent contre les réformes, c'est ça qui va faire que les plus pauvres continuent à vivre leur triste sort. Ce qui n'est pas acceptable, ce que le président a dit qu'il n'acceptera pas, et il conduira lui-même le comité stratégique qui va suivre ces réformes. Il a dit qu'il suivra lui-même, qu'il regardera lui-même qui va se mettre à l'encontre de ce qu'il aura décidé de faire et de mettre en place. Et je pense que le gouvernement qu'il a mis en place est derrière lui, derrière le Premier ministre, derrière toute l'équipe pour qu'on travaille pour mettre en place ces réformes, pour sortir notre pays de la stratégie de développement et d'une croissance normale à une croissance d'accélération, parce qu'on veut que le pays se transforme et accélère son développement. Monsieur le ministre, dans le cadre de la vision Congo 2063, le pays ambitionne de faire passer la part du pétrole dans le PIB de 45% à une fourchette de 15 à 20%. Où en est cette transition concrètement et quel rôle joue la BAD dans ce processus? Si nous voulons ne plus être vulnérables au mouvement des prix des matières premières, il faut réduire dans la part de notre richesse l'effet des secteurs particuliers. C'est-à-dire qu'il faut diversifier notre économie. Nous sommes aujourd'hui trop dépendants du pétrole. En recette budgétaire, c'est 60%. Dans le PIB, c'est 45%. C'est trop. Il nous faut progressivement développer accélérer le développement des autres secteurs, tels que l'agriculture. L'agriculture est à 7% ou 6% aujourd'hui. Il faut que l'agriculture passe à 12-13%. Les nouvelles technologies doivent décoller. Le tourisme, ailleurs le tourisme c'est 10%, chez nous c'est même pas 3%. Donc il y a des places à prendre pour les autres secteurs pour égaliser la courbe, en fait le camembert qui représente les secteurs économiques. Quand vous faites la répartition par secteur, vous voyez qu'il y a un grand compartiment qui est représenté par le pétrole. Il faut que les autres secteurs récupèrent leur part qui aujourd'hui est faite par le pétrole. On ne dit pas qu'on va arrêter le pétrole, non. Le pétrole, on doit mettre les moyens nécessaires pour qu'il continue à jouer un rôle moteur dans le développement de notre pays. Mais il faut que les autres secteurs aussi, tels que les mines, prennent leur relais pour que la part du pétrole, tout en continuant à augmenter en valeur absolue, mais en valeur relative dans la richesse nationale, que cette part baisse, de telle sorte que s'il y a des mouvements sur le marché pétrolier ou sur ce secteur d'activité, que cela ne cause pas beaucoup de dégâts dans l'exécution du budget et dans la gestion économique de notre pays. La BAD nous aide à réaliser cette transformation économique, de diversification de notre économie à travers le financement de projets structurants, notamment dans les secteurs clés des infrastructures, que ce soit des infrastructures de transport, des infrastructures minières ou des infrastructures énergétiques, des infrastructures numériques. On a vu que la BAD nous a aidé à financer le data center. La BAD a aussi aidé à construire la fibre optique entre les interfrontalières, notamment entre le Congo, le Cameroun, le Congo et la Centrafrique, le Congo et le Gabon, pour permettre d'avoir une capacité plus grande au cas où le câble qui permet de relier le Congo à l'extérieur via Pointe-Noire a des soucis, on peut dérouter le trafic via les pays, en provenance des pays voisins et continuer à être actif. Donc c'est ça, la BAD c'est un accélérateur.
Bien sûr, elle n'est pas seule. Nous travaillons avec d'autres partenaires et d'autres banques pour financer le développement de notre pays. La BAD ne dispose pas encore de projets dans le secteur privé au Congo, mais au cours de ces assemblées, on espère que la donne va changer. Quelle ouverture concrète le gouvernement va-t-il proposer aux investisseurs présents à ces assemblées? D'abord, la BAD finance le Congo, c'est vrai, à travers le gouvernement, mais comme vous voyez bien, c'est le secteur privé qui profite. Que ce soit pour le Prodivac. Le Prodivac, c'est des financements énormes pour l'achat des engrais, pour bâtir des filières agricoles, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage, que ce soit tous les secteurs agricoles. Et c'est au profit de qui? C'est au profit des investisseurs dans ce secteur, c'est-à-dire des exploitants agricoles. Donc la BAD finance via le gouvernement, notre secteur privé. À travers les infrastructures aussi, que ce soit, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient numériques, on donne des marchés aux entreprises congolaises. Mais la nouveauté, c'est que la BAD va ouvrir un guichet où directement le secteur privé peut être financé sans passer par le gouvernement. Demain, il y aura un forum réservé au secteur privé. Et donc, nous invitons pour ce 25, qui est le premier jour des assemblées annuelles, toutes nos entreprises, tous les syndicats patronaux à être derrière le gouvernement pour partager donc cette bonne nouvelle qui est que la BAD va ouvrir ses guichets pour le financement du secteur privé au Congo. Et nous travaillons pour que la présence de la BAD soit étoffée. La BAD n'a pas encore un bureau digne de ce nom au Congo. Et nous travaillons pour que demain, la BAD ouvre un bureau dans notre pays. Et c'est ça, en fait, la stratégie du Congo vis-à-vis de la BAD, c'est de faire qu'il finance non seulement l'État, mais aussi directement le secteur privé, comme il s'est donné désormais la vocation à faire. Monsieur le ministre, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre entretien. Une dernière question. À l'issue de ces 5 jours, quels résultats tangibles les Congolais peuvent-ils attendre de ces assemblées pour leur vie quotidienne? Les assemblées annuelles sont une grande occasion pour le pays hôte de communiquer avec le monde économique et financier extérieur, notamment le monde financier, donc les bailleurs, qu'ils soient multilatéraux, privés et autres. Donc c'est une occasion pour notre pays, qui est d'ailleurs au début d'un nouveau quinquennat et donc d'une nouvelle phase de planification de son développement, de parler à ses investisseurs pour qu'ils l'accompagnent pour les prochaines années. Vous savez que le président a demandé que sa vision pour le développement du Congo soit formalisée à travers la stratégie et le plan Congo 2063, qui est un plan constitué de réformes structurelles, de programmes et de projets de développement. Mais pour les 5 prochaines années, c'est le PND qui va porter les réformes et les projets qui vont mettre en œuvre cette stratégie. C'est une occasion en or pour parler en long et en large de cette stratégie Congo 2063 et du plan national de développement Congo 2027-2031. Mais c'est d'abord l'occasion aux hommes d'affaires congolais, aux élites congolaises, au gouvernement, de parler en one-to-one avec les investisseurs qui seront là. C'est pour ça que j'invite tous les cadres des ministères, tous les hommes d'affaires, tous mes collègues du gouvernement à être présents, à rencontrer le monde financier qui sera là. Le gouvernement a énormément investi dans le centre de conférence avec la Banque africaine de développement pour que ce soit une occasion de rencontres économiques et de réalisation de projets. Concrètement, au cours de ces assemblées annuelles, il y aura des annonces. Les ministères sont concernés. Les ministères clés, l'industrie, les mines, l'énergie, tous les ministères économiques sont concernés, les transports, la culture, le tourisme. Tout le monde est concerné, même des ministères qu'on ne pourrait pas soupçonner. Le ministère de la Femme, parce qu'il y a des projets qui sont concernés. Tout le monde est concerné. Il faut que chacun vienne présenter, même si ce n'est pas dans les journées du savoir, ses projets auprès des investisseurs. Des grands pays seront représentés. On aura le sous-secrétaire d'État des États-Unis aux affaires africaines qui sera là. On aura la ministre aux affaires africaines de la Grande-Bretagne. C'est la première fois qu'elle vient ici.
avec tous ces pays, nous voulons bâtir des nouvelles opportunités d'affaires. Il y aura la journée de la Corée. Avec la Corée du Sud, on n'a pas beaucoup d'affaires, mais c'est l'occasion. Il y aura tout le monde ici. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'invite tout le monde à être là pour saisir ces opportunités, pour qu'elles se transforment en possibilités d'affaires demain, pour que nous réussissons notre nouveau PND 2027-2031, mais surtout accélérons la marche de notre pays vers le développement à travers la vision Congo 2063, comme le propose son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, le Président de la République, notre chef de l'État. Merci bien, Monsieur le Ministre. Merci pour toutes ces informations mises à notre disposition. Je rappelle donc que vous êtes ministre de l'économie, du plan, de la statistique, de l'intégration régionale. Vous êtes également président du Conseil des gouverneurs et gouverneur de la BAD, donc la Banque africaine de développement pour le Congo. Merci, madame. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Merci. Brazzaville accueille donc cette semaine l'Afrique et réfléchit à son avenir financier. 5 jours pour poser les bases d'un continent plus souverain, plus intégré, mieux financé. Nous suivons l'évolution de ces travaux tout au long de la semaine. Pour aujourd'hui, grand format, c'est terminé. Vous pouvez nous suivre tous les lundis à partir de 21h et les jeudis à la même heure sur Télécongo. Vous pouvez également retrouver ce numéro sur nos réseaux sociaux YouTube et TikTok.